La Fox a dit oui à contre-cœur, sous pression, parce qu'elle était au bord du gouffre et elle a laissé quand même partir plus de 20 milliards de dollars. C'est-à-dire que on est en 1977 et la 20th Century Fox distribue un film de science-fiction que personne ne veut. Ils pensent même que ça va foirer complètement. Et pourtant, ils signent quand même. Parce qu'ils ont besoin du réalisateur pour d'autres projets, mais pas celui-là. Le film, je pense que tu le connais, il s'appelle Star Wars. La Fox en fait a concédé quelque chose qu'elle jugeait sans valeur à l'époque. C'est-à-dire les droits sur tous les produits dérivés. Les jouets, les figurines, les costumes, les jeux, c'est l'histoire d'un studio qui a paniqué, puis a cédé, encore, face au même homme, au même endroit, et pourtant à la fin de l'histoire, il y a quand même 20 milliards qui se sont envolés. Pour remettre un peu les choses dans le contexte, George Lucas en fait il sort d'American Graffiti en 1973. Le film c'est un succès, un vrai. Le projet il coûte quelque chose comme 777 000 $ et rapporte plus de 200 millions au total. Toute exploitation confondue bien entendu. Un des meilleurs ratios coût-bénéfice de l'histoire d'Hollywood concrètement. Et en fait George Lucas il a du crédit, pas beaucoup mais assez pour pouvoir poser ses propres conditions. La condition qu'il pose en fait, c'est très bizarre, et en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va accepter de renoncer à son augmentation de salaire de réalisateur, c'est-à-dire à l'époque quelque chose comme 500 000 $ américains, avec l'inflation ça fait un peu plus quand même, et de rester à 150 000 $. Et en échange en fait il veut les droits sur les produits dérivés et toutes les suites. Et les dirigeants de la Fox en fait ils écoutent ça et ils voient une bonne affaire. Parce qu'ils disent qu'en fait que Lucas leur donne du cash, l'argent cash, et eux, ils gardent ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la billetterie, les droits du film lui-même, le box-office et tutti quanti. D'autant que la Fox en fait s'était déjà brûlée, c'est-à-dire que en fait sur le merchandising avec le désastre de Dr. Dolittle en 1967, elle n'avait aucune envie de replonger. Mais ce que la Fox ne comprend pas encore, c'est que Lucas a déjà un modèle en tête. En fait, il a observé Disney depuis des années. Il a vu comment Mickey rapportait plus que n'importe quel film d'animation, mais également il a compris une chose que Hollywood refusait d'admettre. Ce qui dure n'est pas le ticket de cinéma, en fait, c'est le jouet dans la chambre des enfants. Donc à ce moment-là, Lucas ne savait pas exactement ce que cela valait, mais il savait que ça valait quelque chose au moins. La Fox, elle était convaincue que ça ne valait rien du tout. Deux visions, du même contrat, une seule avait raison, et personne n'allait le savoir avant Noël 1977. Le scénario de Star Wars fait près du double d'un script normal. Les exécutifs qui le lisent voient un film de science-fiction avec des robots qui se disputent, une princesse politique ainsi qu'un vieux moine et un fermier qui veut devenir pilote. Et le pitch, il tient en une seule ligne, un western spatial. Et la réponse en fait tient en un seul mot. Non. Et c'est la Fox qui va accepter pour une raison simple, c'est-à-dire que Alan Ladd Jr., le directeur de production, à l'époque, il aime beaucoup Lucas. Et disons que Star Wars, en fait, dans son esprit, c'est un geste de bonne volonté. Pas un pari sur une franchise à 1 milliard. Pendant le tournage, la Fox panique, les coûts explosent et le budget passe de 8 à 11 millions de $. Les effets spéciaux prennent du retard et certains dirigeants de la Fox eux-mêmes cherchent comment se débarrasser du film avant la sortie. Vraiment, personne ne voulait du film et c'était une catastrophe. Et le film que personne ne voulait financer allait devenir le film que tout le monde voulait avoir financé. Star Wars sort en mai 1977. Et là, les queues font le tour des blocs, la Fox encaisse les billets, c'était l'effervescence. Et à ce moment-là, elle commence aussi à réaliser ce qu'elle a signé. Alors on va revenir un peu dans le temps, quelques semaines avant la sortie de Star Wars, et à ce moment-là, Lucas cherche un fabricant de jouets. Il en approche plusieurs, ils refusent tous, parce que pour eux c'est trop risqué, c'est bien trop bizarre, et ils ont également très peu de temps pour pouvoir le produire, à quelques semaines de la sortie c'est normal. Et là on a Kenner, une filiale du fabricant de céréales General Mills, qui dit oui. Et le prix c'est 100 000 $ pour les droits exécutifs des figurines.
Et Lucas en fait ne touche que 5 cents par dollar de jouets vendus. Sauf que le petit problème c'est que Kenner en fait c'est à quelques semaines de la sortie du film, ils ont aucun jouet prêt à Noël 1977. Rien, nada, aucune figurine. Alors ils vont faire quelque chose d'extraordinaire et de super smart en termes de marketing. Ils vont vendre une promesse, une boîte vide avec un bon de commande à l'intérieur, échangeable par courrier contre 4 figurines qui n'existent pas encore. Et les gamins de 1977 ont trouvé ça sous le sapin. Et donc, Kenner avait payé 100 000 $ pour des droits sur un film que personne ne croyait, et entre 1977 et 1978 seulement, ces droits vont générer 100 millions de dollars de vente de jouets. C'est énorme et en seulement 12 mois sur des jouets, seulement des jouets. Et pendant ce temps, la Fox en fait regardait les recettes au box-office. Plus de 400 millions de dollars sur la première exploitation, sans réaliser que la vraie machine à cash en fait se trouvait dans les chambres des enfants, sous les sapins de Noël, mais pas dans les cinémas. Donc en gros la Fox en fait comptait sur les billets et Lucas comptait sur les figurines. Ils n'étaient clairement pas dans le même film. Bon, si c'est pas la première vidéo que tu regardes sur ma chaîne, tu as compris jusqu'à présent que j'aime parler de films et j'aime parler de business, de Hollywood et du business derrière Hollywood. Et comme j'ai pu le mentionner dans la vidéo sur Spider-Man, en fait si tu veux, à Hollywood en fait il y a une sorte de dogme. D'accord, une sorte de religion. Et ça date pas d'hier parce que là on va en parler dans la vidéo sur Star Wars. D'ailleurs je t'invite à regarder la vidéo sur Spider-Man si tu l'as pas encore vue. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'en fait Hollywood, la religion c'est en gros la salle de cinéma. C'est ici que tout commence et c'est ici que tout finit. En gros la logique des studios en 1977, elle était simple et elle était cohérente. C'est-à-dire un film c'est de la billetterie. C'est-à-dire qu'on investit, on distribue, on récupère les entrées, les produits dérivés existaient, exemple Disney le faisait depuis les années 30, donc c'était pas quelque chose de nouveau, mais c'était une activité qui était secondaire, presque artisanale. C'était ni un modèle d'affaires, ni une stratégie. Et ce que George Lucas avait compris, c'est que cette logique était fausse pour les univers. C'est-à-dire que Star Wars en fait n'était pas un film, c'était un monde. Et un monde, ça ne se vit pas seulement 2 heures dans une salle obscure. Ça se prolonge, ça se touche et ça se met sur une étagère. Et je vais même te rajouter un autre détail qui va te permettre de mieux cerner à quel point Star Wars, c'est pas que les films, c'est qu'environ 20 à 25% seulement des revenus totaux de Star Wars ont été générés par les films eux-mêmes. C'est-à-dire que le reste vient du merchandising, des jeux vidéo, des livres, des parcs, tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que la salle représente environ qu'un quart de l'empire de Star Wars. C'est-à-dire que le billet de cinéma était littéralement la partie la moins lucrative de l'affaire. Mais en 77, la Fox a quand même encaissé énormément. Alors pourquoi changer de logique? En fait, la réponse, elle arrive en 1980. Entre 77 et 79, quelque chose de discret se produit. Lucas y réinvestit tout ce qu'il a gagné. C'est-à-dire qu'il utilise l'argent du merchandising, tu vois, qui lui appartient dès le contrat de 1973, pour financer Lucasfilm. Et pas que ça, construire le Skywalker Ranch et développer des technologies qui vont révolutionner Hollywood. C'est-à-dire qu'il s'équipe, il s'autonomise concrètement. Et là, il faut absolument que tu comprennes ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en 79, Lucas, il annonce à la Fox ce qu'il veut faire. L'Empire contre-attaque. C'est-à-dire qu'il a déjà les droits sur la suite. C'est un grand malade. Et c'est-à-dire qu'en gros, il n'a pas besoin de la Fox pour faire ce film. Il choisit de travailler avec elle de lui-même. Mais à ce moment-là, les conditions sont radicales. C'est-à-dire que Lucasfilm finance le film lui-même, d'accord? Et la Fox n'obtient qu'un rôle de distributeur théâtral pour une durée limitée. Et elle ne touche qu'une commission sur les entrées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de participation aux produits dérivés, pas de droit TV et surtout pas de droit sur les formats futurs. Quand je dis format futur, on s'entend DVD, cassette, VHS et tutti quanti. Rien d'autre que de la commission de distribution. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour les fans de musique, en fait le contrat que George Lucas a signé, ça me fait penser un peu à un artiste.
qui signe en maison de disque, mais pas sur un contrat d'artiste, le contrat limite qu'on comparait à de l'esclavage. Non, lui il a choisi d'être en contrat de distribution. Et donc en gros, c'est le contrat qui permet à l'artiste d'avoir un contrôle total sur son art, sur sa créativité, mais également sur les masters, la propriété même de sa musique, mais les majors tels que Universal, tels que Sony, il en manque un, il y en a 3. Ces majors-là en fait ne lui servent qu'à distribuer sa musique, la mettre en rayon sur la Fnac, sur les plateformes, etc., etc. Il ne touche qu'une part des ventes des CD, etc., etc., etc. Bref, et donc pour revenir à la Fox, eh ben ils acceptent. Parce que perdre la suite, c'était comme perdre la franchise. Et perdre la franchise pour un studio dont le cours en bourse avait complètement doublé en 3 semaines après la sortie du premier Star Wars, c'était quelque chose d'impensable. Et on a carrément Tom Pollock, d'accord, l'avocat de Lucas, qui je pense, entre-temps a dû se racheter un yacht à Monaco. Il a raconté directement, il a dit que la Fox voulait la suite à tout prix. Limite, ils étaient en train de le supplier, ils étaient dépendants de lui. C'est-à-dire qu'en 73, la Fox avait cédé les droits dérivés par ignorance, parce qu'elle pensait que ça ne valait rien, que Star Wars n'allait pas être extraordinaire comme ça l'a été, et en 80, elle a accepté de n'être qu'un distributeur par peur, parce qu'elle savait ce que valait la franchise. Donc en fait, la première fois, elle ne savait pas, et la deuxième fois, au moment de faire la décision, elle savait, mais elle a quand même cédé. Et c'est ça, pour moi, la vraie défaite. Et donc, malins comme ils sont, de leur côté, ils vont essayer de rattraper le coup, tu vois. Malheureusement, ça sera trop tard, ça sera mal placé, et à chaque fois, ça sera les mêmes échecs pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que dans les années 80, la Fox, en fait, vont tenter de répliquer le modèle à la Lucas sur d'autres franchises. C'était le cas avec Alien, Predator, avec Die Hard. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui est en train de commander une pizza. Allô Kader, tu m'entends? Je répète ma commande, une familiale, 4 fromages avec supplément chorizo. Et les résultats sont corrects en salle, mais aucune de ces franchises ne génère un empire de produits dérivés comparables. C'est-à-dire qu'Alien fait vendre des affiches et des maquettes, ça y a pas de problème. Die Hard fait vendre des affiches, mais derrière, y a rien du tout. Parce qu'en fait, ces franchises n'ont pas l'architecture de monde que Lucas avait bâti. En fait, en gros, ce sont des films avec des personnages, pas des univers avec une mythologie. Et Lucas, en fait, avait conçu Star Wars pour que chaque personnage secondaire ait un nom, une planète, une histoire, même le chasseur de primes dans le coin d'une scène, il n'y a pas de souci, en fait il a un nom, il a une biographie, un potentiel de figurine, c'est du design d'univers, concrètement, pas du design de film. Et ça, la Fox n'a pas su le reproduire. Et pendant ce temps, en fait, Lucas sort Le Retour du Jedi en 83, même terme contractuel, ça bouge pas, distribution pour la Fox, Everything Else for Lucasfilm. La Fox va toucher sa commission et Lucas, il encaisse les Ewoks et les Speedy Bikes, et ainsi que des milliards de dollars de jouets supplémentaires. Et le pire, c'est que Lucas lui-même résumera la situation des décennies plus tard, c'est-à-dire qu'au Festival de Cannes en 2024, c'est très récent, il disait en fait que les studios n'avaient pas de département de licensing, c'est-à-dire qu'il fallait plus de temps pour concevoir un jouet que pour faire un film. Et à l'époque, il ne croyait pas au film, et les studios étaient déjà au bord de la faillite. En gros, ils étaient désespérés. Et ensuite, il va se passer quelque chose en 85, c'est que Kenner va arrêter la production de figurines Star Wars. Un partenariat qui était vachement lucratif, mais malheureusement, plus de jouets, plus de films, et l'Empire, il était en pause, il était en veille. Entre 85 et 95, Star Wars en fait disparaît complètement des rayons. Et disons qu'à ce moment-là, la franchise existe encore dans les esprits, dans les cœurs. Les VHS s'arrachent et les fans restent actifs, mais commercialement, disons que c'est un peu le silence. Et pendant ce temps-là, Lucas, il va se concentrer sur Indiana Jones, il va se concentrer sur des sociétés de technologie. En gros, il n'y a pas besoin de faire des films pour être riche. Bon. T'as déjà compris, le mec était blindé. Et donc la Fox, elle attend. Elle attend parce qu'en fait, elle a toujours ses droits de distribution. Mais pour distribuer quoi? Parce que Lucas, il n'a pas réalisé de film. Et la Fox, en fait, se retrouve dans une position qui est complètement absurde. C'est-à-dire qu'elle a distribué la franchise la plus lucrative de l'histoire du cinéma, elle en a tiré des millions en commission, et elle ne possède strictement rien. C'est-à-dire ni le titre, ni les personnages, ni les droits dérivés. En gros, la Fox avait littéralement distribué une fortune, et elle n'en avait gardé que les miettes.
Puis 1997 arrive et Lucas ressort les films en version spéciale. Les salles sont pleines et la mécanique reprend. Et puis viendra 99 avec La Menace Fantôme, et donc même structure contractuelle, la Fox qui distribue et Lucas qui possède. Et à ce moment-là, Lucas en fait revient avec la prélogie, c'est-à-dire 3 films entre 99 et 2005. Et la Fox en fait distribue à nouveau, toujours sur les mêmes bases, elle touche sa commission de distributeur et Lucasfilm garde toujours les droits dérivés, les droits musicaux, les droits TV, les droits sur tous les formats futurs. Et ce qui est quand même important à savoir, c'est que le merchandising de La Menace Fantôme seul génère des centaines de millions de dollars. C'est-à-dire que Jar Jar Binks, malgré le nombre de critiques qu'il a reçues, il se retrouve sur des millions d'étagères. Et pendant ce temps, c'est-à-dire qu'on a Bob Iger, le nouveau CEO de Disney depuis 2005, qui comprend exactement ce que Lucas a construit. Ce n'est pas un catalogue de films, il a tout à fait compris que ce qu'il a fait, c'est une infrastructure permanente de désir. Une marque qui génère des revenus, indépendamment de la qualité des films, indépendamment du temps qui passe. C'est le modèle Disney appliqué à une galaxie lointaine. Et en 2012, Iger appelle Lucas et la suite, tu la connais. Bon, box-office total de la saga, plus de 10 milliards de dollars, ok ? Le merchandising cumulé, c'est plus de 32 milliards selon le Guinness World Records, c'est énorme. Et les revenus totaux de la franchise, c'est estimé entre 42 et 65 milliards de dollars. C'est-à-dire que la salle, comme je le disais tantôt, représente 20 à 25% des revenus totaux, selon les estimations et la période couverte. Et c'est tout ce que le cinéma représente dans l'empire Star Wars. Le reste, ça vient des jouets, ça vient des jeux vidéo, ça vient des livres, ça vient des parcs, et plus tard, ça viendra des abonnements et ça viendra du streaming. C'est-à-dire que la Fox en fait a maximisé sa position sur ce quart et Lucas avait bâti les 3 quarts restants. Et la leçon en fait dans tout ça, ce n'est pas que la Fox était stupide, parce que la Fox avait des comptables qui étaient compétents et des juristes excellents, ainsi que des exécutifs qui connaissaient leur métier. En fait, la vraie leçon, c'est que tout le monde dans une industrie peut partager les mêmes angles morts, et que la logique dominante d'une époque peut être parfaitement cohérente et parfaitement fausse en même temps. Et donc oui, Hollywood a mis 40 ans à comprendre ce que Lucas avait compris en 1973, c'est-à-dire que le film n'est pas le produit, le film c'est la publicité. 20 milliards pour une leçon que personne n'avait vu venir. Sauf un réalisateur de 29 ans qui avait accepté de gagner moins pour plus tard posséder plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, abonne-toi. Commente, dis-moi ce que t'en penses. Mets la cloche si c'est pas déjà fait. Et puis on se dit à très vite, à très bientôt. Ciao.